Salut à tous. Lors de mes dernières conférences sur le thème « Comment donner du PEP à notre économie », il y a eu un intervenant qui me posait la question de savoir pourquoi de plus en plus les riches s'enrichissent et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Alors, face à cette question, j'ai répondu ce jour. Mais j'ai répondu ce jour de manière académique. Et aujourd'hui, cette même question, je veux la reprendre pour essayer davantage de mieux montrer sur le factuel, sur le sens quotidien, comment est-ce qu'on peut percevoir la chose plus mieux. Alors, face à cette question, plusieurs personnes se posent et peuvent remarquer comme moi qu'au fil du temps, les gens continuent toujours de s'enrichir pendant que d'autres continuent de s'appauvrir. Alors, cette question, moi je l'ai repensée plusieurs fois. Et je me suis dit que les riches s'enrichissent davantage et que les pauvres s'appauvrissent davantage. Chez nous, en économie, nous parlons généralement de l'inégalité des revenus entre la classe bourgeoise et la classe prolétaire. Et parler de l'inégalité des revenus, c'est parler toujours de pourquoi est-ce que certains continuent toujours de s'enrichir pendant que d'autres continuent de s'appauvrir. Alors, aujourd'hui, cette remarque que je suis en train de faire, de manière pédagogique, je vais vous faire comprendre que si les riches continuent de s'enrichir, alors que les pauvres continuent de s'appauvrir, c'est parce que les riches ont compris quelque chose à la notion de l'argent. L'argent. Et si nous posons la question, par exemple, à un individu lambda, qu'est-ce que l'argent? Il ne vous dira rien de bon. Il ne vous dira rien de bon, juste parce qu'ils ne connaissent pas les fonctions de la monnaie. Ne pas connaître l'argent et chercher de l'argent, je me dis, c'est un concept contradictoire à la recherche de cet argent effréné que l'opinion commune se fait du jour au lendemain. Mais alors, il faut remarquer que le politique ou alors les gouvernements de ce monde entier font tout pour vous maintenir toujours dans l'ignorance. Ne pas savoir à quoi sert de l'argent, ne pas savoir comment fonctionnent les banques, comment fonctionne l'économie mondiale, en particulier de notre pays ou de notre nation, ou alors, dans le cadre microéconomique de nos familles, c'est purement s'écarter de la chose la plus intelligente du XXIe siècle. Mais, je vous fais comprendre une seule chose. Si les riches s'enrichissent, alors que les pauvres continuent de s'appauvrir, c'est justement parce qu'ils ont compris les fonctions de la monnaie. Et les fonctions de la monnaie sont lesquelles? Dans nos recherches, dans le système financier mondial, en particulier national, on nous fait comprendre, ou alors nous définissons la monnaie à trois fonctions, à savoir réserve de la valeur, unité de compte, instrument d'échange. Les hommes d'affaires ou alors les entrepreneurs l'ont si bien compris très tôt. On ne peut pas fluctuer de l'argent si au départ on ne comprend pas les fonctions régaliennes de cet argent. Alors, quand nous parlons des fonctions monétaires, nous parlons l'unité de compte, réserve de la valeur, instrument d'échange. Quand on parle de l'instrument d'échange, vous voyez, c'est avec de la monnaie que les individus achètent des biens sur un marché. Ils se permettent davantage ces mêmes biens contre la monnaie. A fortiori, ou par exemple, on peut le démontrer, on peut le voir. Si j'ai 1000 francs et que je veux toujours m'acheter par exemple une plaquette de chocolat, je me rends compte que je n'ai pas du chocolat. Il y a eu de l'autre côté un producteur qui a produit du chocolat et qui met sur le marché et moi, je dois l'acheter. Et quand j'achète du chocolat, ce que je fais, c'est que moi, je suis consommateur. Alors que de l'autre côté, l'autre est producteur. Donc, j'enrichis plutôt l'autre. J'enrichis plutôt celui qui produit.
C'est ça qu'on dit donc que l'argent est un instrument d'échange, ou alors la monnaie est un instrument d'échange. Si on prend de l'autre côté, on va se rendre compte que, comme unité de compte, vous allez vous rendre compte que pour produire un bien, prenons toujours le même exemple de la plaquette de chocolat. On va se rendre compte que le producteur, quel est le coût de production de cette plaquette de chocolat? Il vous dira par exemple 800 francs. Maintenant, comme il a produit, le coût d'investissement, le coût de fabrication, le coût de production de cette plaquette de chocolat a coûté 1000 francs, a coûté 800 francs autant pour moi. Ça veut donc dire que s'il veut le revendre, il faudrait qu'il puisse aussi avoir une marge bénéficiaire et qu'il le place peut-être sur le marché au prix de 1000 francs. En ce moment, la marge bénéficiaire n'est rien d'autre que 200 francs. Ça veut dire son chocolat lui revient en ce moment à combien? À 1000 francs. Et c'est donc raison pour laquelle on va donc utiliser la monnaie pour faire de cela comme unité de compte. Et vous allez voir sur le marché, tous les producteurs ou tous les biens que nous allons trouver, biens ou services que nous allons trouver sur le marché, se mesurent en unité de compte monétaire. Réserve de la valeur. Et c'est avec la réserve de la valeur, les grands entrepreneurs, les grands hommes d'affaires ont si bien compris. Vous allez voir, quand vous prenez, messieurs, comme les Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Branson, vous vous rendez compte que ces gens sur la terre, à l'heure actuelle que je vous parle, peuvent encore avoir plus d'un siècle à vivre que l'argent les procure. Et l'arrière de leur famille vivront toujours sur l'empire financier qu'ils ont construit. Parce qu'ils ont compris, faire en sorte que l'argent travaille pour eux et non qu'ils travaillent pour l'argent. C'est encore un autre débat très intéressant là. Alors, cette réserve de valeur va permettre aux citoyens lambda que le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, ils puissent le transférer au lendemain. Ça veut dire que ce qu'on peut acheter aujourd'hui, on peut le remettre à demain. Et ça, c'est ce qu'on appelle réserve de la valeur. Transférer le pouvoir d'achat du présent au lendemain ou alors au futur. Donc, voici ainsi les trois grandes fonctions de la monnaie, à savoir réserve de valeur, unité de compte, unité d'échange. Il faut bien comprendre cela. Et c'est ce qui me dérange lorsque je me rends compte que le politique a fait de l'argent ou alors de la monnaie un sujet tabou. S'ils ont fait de la monnaie, s'ils ont fait de l'argent un sujet tabou, comment est-ce que vous pouvez devenir riche ou vous convoitez peut-être une richesse sans comprendre l'ABC du monde financier? Cela ne marche pas. Donc il faut, un proverbe déjà latin, ou alors je dis indien, le disait déjà que pour mieux conquérir une compagne, il faut mieux la fréquenter. Vous ne pouvez pas, au XXIe siècle, ne pas comprendre ou ne pas fréquenter, à développer votre coefficient d'intelligence financière et vouloir être riche. Comment vouloir capter de la monnaie et pourtant de l'autre côté, vous n'avez aucune base dans l'ABC du monde financier. Développer votre intelligence financière au XXIe siècle est la chose que n'importe qui doit essayer d'y s'y intéresser. Si vous ne vous intéressez pas et que ceux qui s'intéressent font davantage des marges bénéficiaires ou monétaires afin de transférer le pouvoir d'achat du présent dans le futur, pourquoi est-ce qu'on essaye toujours de se plaindre, de faire en sorte que non, il y a trop de riches, il y a trop de pauvres? Non. Il y a plus de pauvres que de riches. Et ça, c'est un constat. Même la recherche, 3 chercheurs à l'université de Stanford l'ont démontré dans leur recherche. Ils ont démontré que au cours de ces 5 dernières années, les 20% des riches détiennent les 80% de la richesse mondiale. Ça, c'est une loi appelée la loi de Pareto. Et cette loi peut être encore réinterprétée d'une autre façon, à savoir les 80% des pauvres
du monde détient plutôt les 20% de la richesse mondiale. Est-ce que vous voyez cet effondrement? Est-ce que vous voyez cet écart? Et c'est ça le nerf de tous les fléaux, de tous les maux que mine la société mondiale. Vous allez voir dans les 4 points du monde entier, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Occident, vous allez voir que tous les guerres, tous les querelles, toute la haine, toutes les difficultés proviennent du fait qu'il y a l'inégalité des revenus entre les pauvres et entre les riches. Car on constate au jour et au lendemain que les riches continuent à accroître leur empire financier au détriment des pauvres. Et c'est ce qu'ils ont compris. Quand vous êtes dans la classe moyenne, ou vous êtes pauvre, vous vous rendez compte que vous avez le statu quo de consommateur. Par contre, de l'autre côté, les entrepreneurs ou les hommes d'affaires richissimes sont là plutôt pour produire. En ce moment, ces gens vous rendent service, de telle sorte que vous continuez toujours à acheter les biens qu'ils produisent et mettent sur le marché. Comment est-ce que, lorsque vous achetez des biens et qu'ils se font des marges bénéficiaires, ils ne doivent pas être riches? Alors, dans ce dialogue, dans cette dissertation, dans cette argumentation, j'aimerais qu'au sortir d'ici, vous puissiez vraiment comprendre les règles ou les fonctions préliminaires de la monnaie. On ne peut pas connaître, gérer un patrimoine financier on ne peut pas connaître, gérer un patrimoine financier et devenir riche sans avoir l'ABC de l'intelligence financière. Non. Et cela, je vous renvoie de lire le livre du célèbre best-seller Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et le cash flow, et l'école des affaires. Lisez tous ces livres. Vous comprendrez que dans ces livres, l'auteur prend le temps de bien vous montrer le véritable moyen par lequel ces hommes d'affaires, ces entrepreneurs deviennent de plus en plus riches. Et c'est ça. Intéressez-vous, comprenez ce qu'on entend par la monnaie, comprenez les fonctions de la monnaie. Ne laissez pas cela simplement en disant que c'est la chose d'une autre personne, nous, ça ne nous intéresse pas. Non, non. Mais faites plutôt que l'argent travaille pour vous et non que vous travaillez pour de l'argent. Et c'est ce qui m'intéresse plus dans ce best-seller, parce que vous vous rendez compte que l'école, pour moi, l'école, c'est une bonne chose. Mais trop d'écoles tue l'école. Trop d'écoles tue l'école. Raison pour laquelle vous allez voir plus de nos grands hommes lettrés ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches. Quand vous prenez Mark Zuckerberg, vous prenez Elon Musk, vous prenez Bill Gates, tous n'ont pas une licence. Tous n'ont pas une licence, mais ce sont eux qui sont des richissimes, qui sont des hommes les plus influents ou les plus imposants de la planète Terre. Mais pourquoi? Vous vous rendez compte que ceux qui sont des professeurs émérites des universités Stanford, MIT, Harvard, viennent travailler pour eux. Et de ce fait, tout ce qu'ils ont passé les 15 années à étudier dans leurs recherches, ils viennent et ils transfèrent cela dans le patrimoine de Mark Zuckerberg, de Bill Gates et d'Elon Musk et de Jack Ma. Parce que ces gens ont compris très tôt que devenir riche, c'est comprendre l'intelligence financière, c'est comprendre la gestion financière, c'est comprendre le financement de l'entreprise. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas gérer un patrimoine. On ne peut pas devenir riche sans connaître l'ABC du monde financier. Et c'est la raison pour laquelle les banquiers vous maintiendront toujours à être esclaves des prêts, afin qu'ils pointent sur vous davantage les intérêts énormes. C'est ça le véritable problème aujourd'hui du 21e siècle. Il faut donc changer ce cadran. Il faut changer cette façon de voir les choses. Qu'on nous dise que aller à l'école, oui, avec Jules Ferry, l'école a été démocratisée parce qu'on s'est rendu compte que vers le 18e ou début 19e siècle, il fallait des employés dans les